Monsieur, dame, Tanguy Koki. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir à EDEM TV. Tanguy Koki, nous vous disons bienvenue. Président, vous avez bougé la République démocratique du Congo, on ne cesse pas de parler de vous à l'RDC et à l'extérieur du pays. D'entrée de jeu, d'abord, vous avez proposé une loi. Vous voulez nous dire où vous cherchez concrètement quoi? Oui, d'abord, je voudrais remercier Tanguy Koki de EDEM Télévision de me donner cette opportunité de m'adresser à nos compatriotes. Qu'est-ce que je propose réellement? Je propose 3 ou 4 choses. La première, je voudrais qu'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République. Il y a d'autres fonctions de souveraineté nationale, les verrouiller en réservant l'accès exclusivement aux Congolais nés de père et de mère, de façon vérifiable. Il y a une raison pour cela, mais d'abord, je voudrais bien donner la liste des fonctions que je pense doivent être verrouillées. C'est non seulement la présidence de la République, la présidence du Sénat et ce qu'on appelle les chefs de corps, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les hauts magistrats dans la justice, les directeurs généraux de la migration de la DGM, l'administrateur général de l'ANER, de l'Agence nationale des renseignements, le patron des FRDC de l'armée nationale congolaise, le patron de la police nationale congolaise, et je dirais même tous les officiers supérieurs de l'armée au grade de général. Il faut s'assurer qu'ils soient congolais de père et de mère. Et maintenant, au niveau du gouvernement, en dessous du Premier ministre, il faudrait qu'on regarde ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères. Donc toutes ces fonctions régaliennes, je veux que ça soit réservé exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Et il faut que nos compatriotes comprennent que... Vous pouvez entrer en détail pourquoi tous ces niveaux-là? Voilà, il faut que nos compatriotes comprennent que dans une république de 105 millions d'habitants, les postes que je viens de mentionner, c'est quelques postes, une vingtaine, une trentaine de postes. Mais tous les autres postes, des millions de postes qui restent, ils sont ouverts à tous les autres Congolais. Et je vais vous dire la raison pour laquelle donc je propose cela, c'est pour qu'on puisse s'assurer que l'accès à ces fonctions-là est réservé aux gens dont la loyauté est 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de loyauté partagée entre la RDC et un autre pays étranger. Quand on regarde l'histoire récente de la RDC, en 1996, il y a eu invasion du territoire congolais par les troupes venues du Rwanda, de l'Ouganda, mais également du Burundi, les armées étrangères. Elles arrivent sur le territoire congolais pour les combattre. Le gouvernement du Congo, à l'époque, a fait venir les armées de Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie, d'Afrique du Sud. Et toutes ces armées ont été rejointes sur le territoire congolais par les troupes venues de tous les pays du monde, dans le cadre de la MONUC ou de la MONUSCO, sponsorisée par les Nations Unies. Afflux des militaires étrangers sur le sol congolais a fait qu'il y a eu au passage couplage entre les militaires étrangers et les femmes congolaises ou les hommes congolais. Mais la plupart du temps, ce sont les hommes étrangers avec les femmes congolaises. Couplage accidentel ou volontaire ou prémédité. Je vais m'expliquer. Dans le cas donc des relations normales entre un homme et une femme, il y a eu des enfants qui sont nés. De ce processus-là, une femme congolaise qui s'est embourrachée avec un Rwandais, ils ont eu des enfants. Bon. Ou bien aussi, il y a eu des militaires étrangers avec mandat de pouvoir violer les femmes congolaises, leur faire des enfants qui seraient 50% congolais, 50% rwandais ou ougandais, avec l'idée que dans 30 ans, on a rempli la RDC de ces enfants métissés, mélangés entre la RDC et les pays étrangers. Et la constitution de la RDC donc dit que un enfant issu d'un couple congolais-étranger, cet enfant il est congolais et dans 30 ans, à l'âge de 30 ans, il est éligible pour être candidat à la présidence de la République. Donc, ces enfants stratégiques, on va les larguer
on aura bientôt dans 4 ans, depuis 1996, ils auront bientôt 30 ans. On va les larguer sur le marché pour qu'ils puissent compétir afin de devenir président de la République. Si l'un d'eux, par hasard, arrive à gagner l'élection au niveau de la présidence de la République, on aura réussi à faire de la RDC ce qu'on n'a pas réussi à le faire avec la force militaire. L'invasion de la RDC voulait faire de la RDC une colonie rwandaise, un pays sous le contrôle du Rwanda. Donc, on va infiltrer le sommet de l'État. Maintenant, une fois le sommet infiltré, ce président 50% rwandais, 50% congolais, il peut prendre plusieurs décisions. La première décision, c'est quoi? Il peut balkaniser la RDC. Vous avez vu ce qu'on a commencé avec Minembwe. Ça peut s'étendre de Minembwe au sud Kivu, au nord Kivu, ça peut monter jusqu'à Kisangani. On va balkaniser la RDC, annexer cela au Rwanda ou bien à l'Ouganda. Ça, c'est la première conséquence. Mais la deuxième conséquence aussi, ce serait de prendre toute la RDC, la mettre sous influence rwandaise. On va placer dans tous les services que je viens de mentionner de souveraineté, ils vont placer les leurs. Et nous, on deviendra une colonie travaillant pour les Rwandais ou les Ougandais ou les Burundais. Est-ce que c'est cela le risque que nous voulons prendre? Je voudrais attirer l'attention en disant que l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, M. Karega, ils peuvent nier comme ils veulent, mais la vérité est connue. Sa mère est congolaise, son père est rwandais. Est-ce que nous réalisons que ce monsieur-là, d'après la constitution congolaise, lui tout comme d'autres personnes dans la même situation, il peut briguer la présidence de la République, devenir président de la RDC, et qu'est-ce que nous devenons en tant que pays? Donc c'est pour éviter ce risque-là que je me dis, il ne faut pas qu'on voit le risque venir et nous restons comme si on est hypnotisé. Il faut prévoir ça, éviter que ça ne puisse même se produire. Pour éviter cela, il faut qu'on ait une loi qui dit, vous tous là, les enfants, les 5 millions d'enfants qui sont nés dans ces conditions-là, vous êtes tous des Congolais, vous êtes nos enfants, nous vous acceptons. Et vous avez droit à tout dans ce pays. Vous pouvez être des professeurs d'université, des médecins, vous pouvez travailler dans l'administration publique, dans le secteur privé, vous pouvez être des musiciens comme tout le monde. La seule exception que nous voudrions prendre, c'est que ces fonctions de souveraineté, nous allons les réserver aux gens dont la loyauté n'est pas partagée avec un pays étranger. La loyauté est 100% en faveur de la République démocratique du Congo. Je voudrais, à titre d'illustration, aussi donner un autre exemple. À supposer qu'on ait un président qui est 50% rwandais, 50% congolais. Maintenant, il y a tout le temps des rivalités entre le Rwanda et la RDC. On ne peut pas régler ces rivalités-là de façon diplomatique. On a tenté tous les moyens, on n'arrive pas à trouver de solution. On décide d'en venir aux armes. Vous pensez qu'un chef d'État qui est 50% rwandais, 50% congolais, le Rwanda de son père, il peut, au nom de la RDC, déclencher le mécanisme pour bombarder le Rwanda, en finir une fois pour toutes? Il ne peut pas le faire. Il ne va pas bombarder le pays de son père. Nous ne souhaitons pas que ces éventualités puissent arriver. Mais si on en arrive là, il faut que le chef de l'État soit en mesure de prendre des décisions qui soient 100% en faveur de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cela que je voudrais avoir à ce niveau-là des gens qui seraient 100% loyaux à la RDC et qui n'ont pas de loyauté partagée avec un autre pays étranger. Noël Chani n'est pas un cerveau penseur ou boîte à résonance du régime en place aujourd'hui, puisque on taxe que c'est le président Félix qui serait derrière cette proposition pour éliminer les candidats populaires et potentiels en 2023 qui est Moïse Katumbi. Je crois que les gens qui disent comme ça, un, ils ne connaissent pas le président Félix, deux, ils ne connaissent pas le président Noël Chani. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très indépendant. Vous savez, j'ai évolué aux côtés de l'UDPS pendant plusieurs années. J'étais l'une des personnes qui avait amené la lettre des 13 parlementaires en Europe. Donc j'ai commencé à évoluer aux côtés de l'UDPS, de Ngalo Lampandangila, de Tien Tshisekedi Wamulumba, de Makanda. J'ai évolué avec eux dès le départ. J'étais la personne à amener la lettre des 13 parlementaires en Europe. Au moment où on les arrêtait, moi j'étais déjà sorti donc avec la lettre. C'est comme ça que je l'ai remise à Colette Brackman et la lettre était popularisée dans la presse internationale. Donc, ma relation avec l'UDPS, elle est connue de très longtemps. Mais n'oubliez pas aussi que lorsqu'il fallait se présenter aux élections présidentielles, j'ai créé la force du changement. En tant que quelqu'un d'indépendant, l'UDPS ne pouvait pas présenter deux candidats. On a présenté Félix Antoine Tshisekedi. Et moi, en tant que quelqu'un d'indépendant, j'ai créé la force du changement. Je me suis présenté aux élections à ce titre-là. Donc, quand je prends des positions, je les prends parce qu'elles font du sens. Pas parce que
je suis fanatisé par un parti politique. Je ne suis pas ce genre de personne à qui on dicte ce qu'il faut faire. Maintenant, dans ce cas précis, le risque que je viens d'analyser, il n'est pas donné à n'importe quelle personne de voir ce danger-là. Moi, j'ai été analyste formé, vous savez, dans le Wall Street, formé pour analyser et voir quel est le risque qu'une entreprise prend ou bien un pays prend ce risque-là et qu'est-ce qu'il faut pour mitiguer ce risque-là. C'est comme ça que je réfléchis. En réfléchissant, j'ai donné ma réflexion au peuple congolais et je suis content que beaucoup de Congolais comprennent que mon analyse est correcte. Donc, je ne suis pas manipulé par qui que ce soit. Maintenant que je fais cette proposition-là, j'aurais souhaité qu'en face de moi, qu'il y ait des gens qui me fassent réfléchir en me disant « Voici ce que vous voyez, mais nous voyons ceci. Le risque que vous voyez n'est pas possible pour telle raison. » Malheureusement, en face de moi, je ne trouve que des troubadours qui ne sont pas à mesure de réfléchir, de me contrer sur le plan des idées et qui sont à court d'arguments et par conséquent qui descendent pour attaquer mes chaussures. On va arriver là. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, votre proposition risque encore de brûler la République, puisqu'il y a certains candidats potentiels qui sont très populaires, qui ont des grandes bases, mais qui se retrouvent dans les cas dans le sens interdit, bien sûr, de votre loi. Vous savez, ne voyez-vous pas qu'il serait mieux de se retirer un peu pour nous laisser évoluer tranquillement? Je voudrais dire, quand il y a une menace qui pèse sur un pays, sur la souveraineté d'un pays, il faut gérer la menace immédiatement. Il ne faut pas dire qu'on va attendre d'abord que la menace puisse se réaliser en catastrophe et en ce moment-là, on commence à crier dans tous les sens. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ma proposition elle est opportune? Un, il n'y a pas un seul candidat déclaré à la présidence de 2023. Il n'y a pas un seul candidat. Deux, à ma connaissance, les gens qui font partie de l'Union sacrée, ils ont leur patron. Le patron de l'Union sacrée, c'est qui? C'est Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, je devine que tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, ils soutiennent Félix-Antoine Tshisekedi. Et s'il y avait élection en 2023, c'est lui qui sera le candidat de l'Union sacrée et tout le monde va s'aligner. L'Union sacrée n'est pas là pour soutenir Félix Tshisekedi en 2023, Monsieur le Président. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont mis ensemble? Ils ont une vision de ces 3 ans. Ils gèrent le pays ensemble. Et quand on gère le pays ensemble, j'arrive, on partage les résultats ensemble. Et quand on partage les résultats ensemble, ce sont des résultats positifs. On va soutenir, c'est comme tout regroupement politique, on va soutenir le candidat de ce regroupement politique-là. Donc ceux qui sont dans l'Union sacrée et qui ne pensent même pas que Félix-Antoine Tshisekedi pourrait être leur candidat, ce sont des hypocrites. Il faut les démasquer aujourd'hui. Il faut les démasquer aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas sincères, ni avec eux-mêmes, ni avec le chef de l'État. Donc moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Mais j'ai pensé aussi que actuellement, il y a des institutions telles que la CENCO, la conférence des catholiques, qui a proposé une feuille de route des réformes institutionnelles donc à faire pour baliser le terrain pour les élections en 2023. La CENCO propose quoi? De revoir la composition de la CENI, de retoucher la loi électorale, de revoir la Constitution. Donc, il y a toute une série de propositions que la CENCO a faites et là, ils ont confiné cela dans la feuille de route qu'on a remis sur la table donc, du Parlement ou du chef de l'État ou de toutes les institutions concernées. Il y a des leaders politiques. Mon ami Martin Fayulu a fait aussi des propositions où il propose que la CENI soit dirigée par une présidence tournante. Tous les 3 mois, on change de président. Ce sont des propositions qu'il a faites. Et ces propositions-là, pour arriver à le faire, on devra toucher à la composition de la CENI, de la loi électorale, réviser la loi électorale, mais aussi toucher à la Constitution. Dans ce cadre-là, Noël Tchiani, aussi clairvoyant qu'il est, il a vu qu'il faudrait que nous puissions modifier maintenant les critères d'éligibilité des candidats pour qu'on ait simplement des gens qui soient loyaux à la République démocratique du Congo. Donc le timing est bon pour faire toutes ces réformes-là et tout le monde qui a des propositions à faire doit les mettre sur la table. C'est maintenant. Je ne peux pas, moi, me retirer, me taire pour attendre en 2028 et commencer à dire non, on aurait dû faire ceci lorsqu'on faisait donc des réformes avec la CENCO. Donc le timing, c'est maintenant. Maintenant, les gens qui disent que non, on vise certains candidats, Dieu de mes ancêtres, il n'y a pas un seul candidat qu'on puisse viser. Nous sommes 105 millions d'habitants. Est-ce que je connais si vous serez candidat à la présidence demain? Ou bien est-ce que je sais si telle personne sera candidat à la présidence de la République demain? Si j'avais à le faire, je devrais maintenant tenir compte de chaque personne. Qu'est-ce que telle personne peut apporter? Donc, il faut l'éliminer. Donc, j'aurais du travail à faire pour éliminer 105 millions de candidats. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a personne qui s'est déclaré candidat
pour l'instant, la loi, elle est neutre, elle est impersonnelle, elle ne vise personne, elle voit l'intérêt supérieur du pays et elle veut protéger la souveraineté nationale. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Très bien, docteur. Je vous ai écouté parfaitement. L'article 10 de la Constitution parle de la nationalité congolaise. Elle dit, la Constitution dit la nationalité congolaise est une et inclusive. Elle ne peut se détenir en concurrence avec une double nationalité. Mais dans ces pays, nous avons des gens qui ont la double nationalité, mais qui gèrent la nation. Ils sont dans les ministères. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec votre proposition, ça pourrait faire en sorte que l'on puisse totalement modifier la Constitution? Est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'on pourrait, pour que les Congolais soient tout à fait d'accord, il faut qu'il y ait un dialogue tout autour de cette question où des acteurs politiques vont se mettre et discuter pour voir est-ce qu'il y a la probabilité ou il y a la possibilité de pouvoir toucher à cette loi que vous avez proposée, ou carrément essayer de mettre ça, de supprimer. Oui. Vous ne pensez pas que c'est... Très bonne question. Je voudrais déjà commencer à dire que les histoires de dialogue, là, il faut y mettre fin. Nous sommes passés de dialogue en dialogue depuis toujours. Chaque fois que les leaders politiques congolais n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent, des postes dans le gouvernement, ils appellent au dialogue. Ils viennent autour de la table pour se partager le cadeau. On a terminé. On a des institutions, on a un mandat d'une législature. Il faut attendre la fin de cette législature, organiser d'autres élections pour que d'autres acteurs se présentent, gagnent et puis gèrent le pays. Donc les histoires de dialogue, il faut y mettre fin. Maintenant, en ce qui concerne la nationalité, je propose qu'on adopte le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire qu'on est né congolais, on vit congolais, on grandit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Si quelqu'un qui est congolais quitte la RDC, va à l'étranger pour des raisons qui lui sont propres, arrive à opter pour une nationalité japonaise, chinoise, française, belge, américaine et consorts, c'est son affaire. D'ailleurs, ces nationalités-là, je les appelle des papiers. Ce sont des nationalités de convenance pour être accepté dans la société où il est allé s'installer, avoir des papiers, être autorisé à travailler, gagner de l'argent pour nourrir sa famille et envoyer de l'argent donc au Congo. Il n'y a rien qui change. La personne reste congolaise, son sang est congolais, son esprit est congolais, sa réflexion est congolaise, tout ce qu'il fait, c'est congolais. Et le jour qu'il mourra, la plupart du temps, vous savez quoi? Ce sont les Congolais qui vont le pleurer. Qu'il soit à l'étranger ou qu'il soit au pays ou qu'on le ramène au pays, ce sont les Congolais qui vont le pleurer. Donc, cette personne est liée à cette terre congolaise. Il n'y a pas de justification de pouvoir couper le cordon ombilical. Par conséquent, je veux qu'on change la Constitution. La proposition que j'ai faite là, elle porte aussi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour qu'on autorise maintenant qu'on reconnaisse le fait accompli, parce qu'il y a tout plein de gens, comme vous avez dit, qui ont des nationalités étrangères. Qu'on reconnaisse que ces nationalités-là, ça ne nous concerne pas. Qu'on mette dans le passeport peut-être une clause qui dit si vous êtes congolais et que vous avez acquis une nationalité étrangère, vous êtes autorisé à utiliser cette nationalité quand vous êtes à l'étranger comme vous voulez. Mais quand vous rentrez dans le pays, vous présentez à l'aéroport d'Indili le passeport congolais. On vous admet en tant que Congolais dans votre pays. Et si vous commettez une gaffe dans ce pays ici, nous allons vous juger d'après les lois congolaises. Vous ne pouvez pas invoquer l'immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Très bien. Je voudrais qu'on adopte ce principe-là. Maintenant, il y a une autre dimension. S'il vous plaît, avant la dimension, oui, vas-y d'abord. La deuxième dimension, c'est avec les pays voisins. Ok. Je considère que les pays voisins, certains d'entre eux ont eu des velléités d'occupation. Nous ne sommes pas des amis avec ces pays-là. On peut s'appeler frère, on peut s'appeler copain, ami, mais en réalité, on n'est pas des amis. Donc, avec ces pays, je veux qu'on exclue la double nationalité. Très bien. On ne peut pas être Congolais et Rwandais, Congolais et Burundais, Congolais et Ougandais. Donc, on va adopter ce principe avec tous les pays. Jusqu'au moment, avec tous les pays voisins. Okay. Jusqu'au moment où peut-être 30 ans, 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, on va réévaluer et dire, mais tiens, les relations se sont améliorées tellement qu'il n'y a plus de raison donc de maintenir cette disposition en place. Mais pour l'instant, ce sont ces exclusions-là qu'on devrait donc tenir compte. Et la proposition que j'ai faite à l'Assemblée nationale propose aussi donc cela exactement. Voilà, vous proposez ça, c'est pour peut-être vous cacher derrière ça, hein, puisque les gens disent, vous traitent d'Américains. Vous êtes Américain, vous avez un passeport américain, ce sont vos des enfants rigolos. américains, vous venez nous embrouiller, monsieur le ce sont des rigolos et je n'aimerais pas passer du temps sur ça. Que ça soit
américain ou que ce soit pas américain, ils oublient une Il y a chose. des passeports qui circulent. J'arrive. Les dans passeports réseaux sociaux. fabriqués à Kasavubu, là, avec quelqu'un avec Comment des vous lunettes. connaissez ces Kasavubu? J'arrive. Je connais, parce qu'il y a eu une enquête qui a été menée. Donc, ces passeports-là, vous regardez, vous trouvez quelqu'un qui porte des lunettes. Allez sur Internet et vérifiez si les passeports américains, on peut porter des lunettes. Ce n'est pas autorisé. Donc, les États-Unis ne vont pas faire les passeports pour tout le monde sans lunettes, rien qu'avec Noël Tchani, on l'autorise donc à porter des lunettes. Mais je vais vous dire pourquoi ils ont commis l'erreur. Ouais, C'est parce qu'on me voit tous les jours porter des lunettes. Ils ont cherché une des photos où j'avais des lunettes, ils ont plaqué sur un passeport. Ok. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape aussi, Ouais. je ne voudrais pas donner trop de détails parce que je ne vais pas leur dire ce qu'il faut aller faire pour qu'ils puissent corriger leurs propres fautes. Et vous tirez après. Mais je vais vous dire une chose, c'est que l'erreur qui a été commise là, Ouais. elle a été étudiée par la DGM. Ok. Parce qu'ils avaient sorti le passeport là avant, au moment où la Cour constitutionnelle devait valider les candidats. Malheureux qu'ils sont, ils ont examiné tout ça et on a trouvé que c'était un faux passeport. Donc, il ne faut même pas perdre votre temps là-dessus. Il faut laisser les aigris, les jaloux continuer donc à insister sur quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Mais Noël Tchani, que vous voyez là, je voudrais vous dire une chose. Ouais, ouais. Et l'Américain au Congo. Né en Ngandajika. En Ngandajika, nous n'avons pas d'Américains. Mais né en Ngandajika. J'ai grandi en Ngandajika. Des pères et des mères. Très fier d'être de Ngandajika. Des pères et des mères. Et j'arrive, né dans une famille régulière congolaise, c'est-à-dire où un père a épousé une femme et ils ont eu des enfants régulièrement. Et j'ai des frères et des sœurs et des cousins et des membres, donc c'est vérifiable. Vous arrivez en Ngandajika, c'est le fief de Noël Tchani. Très bien. Tout le monde connaît ça. Maintenant, je suis très différent. Non, Les enfants, j'arrive. Oui, non, je sais que ce que vous voulez dire, c'est ma question déjà. Le bâtonnier Mouyambo a tiré énormément sur vous. C'est quelqu'un qui vous connaît quand même de près, puisqu'il dit que c'est une proposition Bumbav. Bumbav, c'est un swahili qui veut dire il y a Pamba. Il y a Pamba. Il y a Maïl Maïl été. été. Et qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas suivi les interviews de ce monsieur-là, mais je voudrais vous dire que j'ai grandi dans une famille régulière, où on nous a donné une certaine éducation, où on m'a appris à parler à certaines personnes en public. Un, il ne peut pas dire qu'il me connaît très bien. Je l'ai rencontré dans ma vie peut-être 3 ou 4 fois. Okay? Donc je ne le connais pas, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Deux, lui et moi, on n'a pas suivi la même éducation. Au niveau familial, moi j'ai évolué dans une famille où il y a un père, une mère et des frères et sœurs, tous faisant partie d'une ethnie, d'une tribu et d'un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Et lui? Lui, je ne sais pas d'où il vient. Quand vous regardez sa tête, vous voyez bien que cette tête-là n'est pas congolaise. La tête de Mouyambo n'est pas congolaise. Mais je ne sais pas, il y a des Congolais comme ça ici? Vous pouvez me montrer 2 ou 3 comme ça? Je n'en connais pas. Deux, je voudrais dire une Sa chose. tête c'est là, que- comment? Sa tête là. Regardez les Polonais, vous allez trouver qu'ils ressemblent aux Polonais, pas aux Congolais. Dans la tête de Mouyambo. Et je voudrais vous dire une chose, Ressemble parce que aux moi Polonais. je vous dis que mes parents sont originaires de Ngandajika. Mon Ok. père et ma mère, mes frères et sœurs, toute la lignée se trouve en Ngandajika. Je veux qu'ils nous disent aussi ses parents sont d'où. Est-ce que son père était marié à sa mère? Ou bien son père était la domestique qui travaillait chez les Ce prêtres? qui est vrai, il n'est pas un enfant bâtard. Non, je voudrais demander simplement qu'il nous dise lui-même parce qu'il veut engager une conversation avec moi pour nous dérailler de discussions sur la loi qui nous intéresse. Mais parce qu'il est venu s'attaquer à moi sur le plan personnel, je voudrais, moi je viens de vous parler de mon père et de ma mère. Pourquoi vous niez tout ce qu'on dit de vous? Je Vous pensez qu'il n'y voudrais, a pas la s'il vérité sur vous vous? plaît, laissez-moi terminer. Vas-y. Si lui, moi je vous ai parlé de mon père et de ma mère, et de mon village, et de ma zone, de mon territoire, là où ils ont grandi et consorts, et de mes frères et sœurs, qu'il nous parle aussi de sa famille, de son père, de sa mère. Ils sont originaires de quel pays, de quelle ethnie? Ils étaient mariés où et quand? Moi je peux vous donner aussi donc la date de mariage donc, de mes parents. Donc s'ils étaient mariés, ils ont un enfant régulier comme moi. Mais s'ils n'étaient pas, c'est un bâtard et il devrait se taire avant de bâtard. pouvoir s'attaquer à quelqu'un comme moi. Parce que, je vais vous dire une chose, que si son père est un prêtre polonais, Hein? il faudrait qu'il puisse prouver qu'en allant dans le pays de son père, il peut aussi devenir candidat à la présidence en Pologne pour devenir président de la République. S'il ne peut pas aller là-bas, et si on ne peut même pas l'accepter comme citoyen polonais, alors qu'il puisse baisser ses ambitions à la baisse. Pourquoi? Parce que dans mon pays, la République démocratique du Congo, ce n'est pas la République bananière, où n'importe quel bâtard du monde peut venir et prétendre devenir président de la République. Très bien, docteur. Apparemment, vous avez épuisé
cette proposition de, je dirais, proposition de loi, etc., aux USA, puisque avec Donald Trump, rappelez-vous, avec Donald Trump, il disait toujours l'Amérique aux Américains. Moïse Katumbi, aujourd'hui Muyambo soutient Moïse Katumbi, il est tout à fait d'accord avec sa logique. On dit Moïse Katumbi est juif, on dit qu'il est italien, on dit que sa maman est de la Zambie, je sais pas moi, de la Tanzanie, mais comment il s'est retrouvé Katangé, puisqu'on dit, on parle de Moïse Katumbi comme... Plusieurs fois, il a été gouverneur, un Katangé, député national. Vous savez que notre pays a été géré un moment par exclusion des nationaux et par inclusion des gens dont on n'était pas sûr d'où ils venaient. C'était ça, le régime de Kabila Fils c'était basé sur ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais je ne veux pas aller dans les détails de tout ça. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que j'ai vu les vidéos publiées par ce fameux bâtonnier. D'abord, on l'appelle bâtonnier. En l'écoutant, je ne pense pas qu'il ait un niveau d'études pour être considéré un juriste de qualité. Il y a des bâtonniers dans ce pays-là, comme les bâtonniers Matadiwamba, distingués quand ils parlent, vous sentez le droit qui sort de leur bouche. Mais lui, ça semble être un petit monsieur qui raconte n'importe quoi. À plusieurs reprises d'ailleurs. J'ai vu les vidéos qu'il a faites sur Moïse Katumbi. Ouais. Dans ces vidéos-là, j'ai retenu 4 ou 5 choses. Un, il a dit que Katumbi c'est un criminel qui a comploté pour faire tuer M. Kabasele Pouskafe. Ouais. Ça, c'est une allégation très grave. Et la famille de Kabasele devrait prendre avantage de ça pour amener ces gens au tribunal, avoir la vérité rétablie sur la mort de ce monsieur. Deux, j'ai vu la vidéo toujours de ce fameux bâtonnier Muyambo, dans lequel il dit que Katumbi c'est un prédateur qui a mis à genoux la Gécamine. Il a écrit des lettres là-dessus, qui a fait confisquer les minéraux, les wagons pleins de minéraux de la Gécamine en Zambie, en disant que la Zambie a fait cela. Pourquoi? Parce que c'est lui, Katumbi, est zambien de par sa mère. C'est Muyambo qui le dit. Je vous invite à regarder donc ces lettres-là de Muyambo de 1 à 10. Il y a même des vidéos donc là-dessus. Donc il y a des accusations très graves. Ici, nous sommes en face de qui? D'un Katumbi qui dit lui-même, parce que j'ai vu les vidéos où il dit que son père est grec, italien et israélien. Et Muyambo le confirme aujourd'hui que sa mère est zambienne et Katumbi est zambien par sa mère. Et on sait que la femme de Katumbi, elle est burundaise. Alors, quel est le lien avec la République démocratique du Congo? Simplement parce qu'il habite le Katanga et qu'il est président du tout-puissant Mazembe. Tout étranger peut faire ça dans notre pays. Ça, on ne refuse pas. Et s'il a pu acquérir la nationalité congolaise, on ne refuse pas. Il peut être considéré comme Congolais comme tous les autres. Mais cela ne le qualifie pas pour être candidat à la présidence de la République. Donc, la loi que je fais là, ce n'est pas pour éliminer Katumbi, parce qu'il est déjà éliminé même sous la Constitution actuelle. Et il a des comptes à rendre à la justice congolaise parce que les allégations que Muyambo a faites sont très sérieuses. La mort de Kabasele, les confiscations des biens de Kabasele, mettre en faillite donc la Gécamine. Et toutes ces histoires-là, et j'ai vu maintenant la vidéo qui est faite par qui? Par Ngoyi Mulunda. Ngoyi Mulunda parle de ça sur la RTNC. Mais ce quelqu'un a des comptes à rendre à la justice congolaise. Ça n'a rien à voir avec Noël Tchani. La proposition que j'ai faite n'a rien à voir avec ces gens-là. Le Congo est plus grand que ça. On ne peut pas faire la République en utilisant donc deux individus mafieux et qui veulent que tout le monde soit distrait pour ne pas faire donc des choses essentielles. La loi que je propose va protéger le pays contre l'arrivée au sommet des individus comme ça, dont on ne connaît pas les origines réellement, mais qui sont capables de faire beaucoup de dégâts à notre société. Très bien, docteur. Nous sommes dans l'union sacrée. Ensemble, les Moïse Katumbi se retrouvent dans l'union sacrée. Ils ont des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Si cette proposition, en fait, votre loi, votre proposition est discutée au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait mettre fin à l'union sacrée et que Moïse Katumbi pourrait... Et qu'il n'aura même pas le succès de passer, ou soit que ça ne pourrait pas passer, ou que peut-être qu'il y aura... Je voudrais vous rassurer que la loi va passer. Au niveau de... Comment ça, elle va passer? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous n'avez pas de député là-bas. Hold on. Je voudrais vous dire que la loi va passer. Pourquoi? Parce qu'actuellement, là, je suis en contact avec plusieurs députés. Et parmi les députés qui me parlent et qui me disent qu'il faut aller de l'avant, il y a des députés de l'ensemble. Très bien. OK? Ils disent qu'il ne faut pas citer notre nom.
Mais sachez que nous sommes d'accord, il n'y a aucun Congolais sur cette planète qui refuserait la loi que je propose parce qu'elle vise à promouvoir l'intérêt national et la souveraineté du pays. Tous les Congolais sont fiers d'être Congolais. Mais on vous acquise des pouvoirs. Non, l'ensemble, nous risquons là l'implosion de l'ensemble. Hein. Bon, mais si, à supposer que cela arrive, mais à quoi ça nous sert d'être avec des hypocrites donc dans ce même On dit que vous allez utiliser les mêmes systèmes que Kabila a utilisé, essayer de payer ses députés pour que la loi puisse passer. Quand vous dites... Et semble-t-il que vous avez beaucoup d'argent et vous avez mis des moyens en place pour les députés. J'arrive. Que vous avez travaillé dans Allons-y, des grandes banques. J'arrive. Hein. Quand vous dites il semble, on là c'est qui? Nous écoutons un peu de par-ci par-là. Moi je ne commente pas la radio trottoir. Mais je vous dis simplement que les Congolais sont très fiers d'être Congolais. Et aujourd'hui, quand je fais cette proposition-là, il faut regarder sur les réseaux sociaux, aller dans la rue là-bas. Les Congolais sont très fiers d'être Congolais. Ils veulent que le Congo retrouve la gloire d'antan, la dignité d'être Congolais. Et les Congolais veulent être dirigés par un véritable Congolais. Vous savez quoi, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand vous voyez Félix Antoine Tshisekedi marcher comme ça pour aller en Europe ou bien n'importe qui, avec tous ces muscles-là, avec cette force-là, on se retrouve dedans. Vous regardez, vous dites, mais là, vous dites, l'un de nôtres. Quand je vois Félix Antoine Tshisekedi marcher, je vois Mobutu Sese Seko marcher, je vois Patrice Emery Lumumba marcher. Je me dis, voilà, vous voyez cette fierté d'être Congolais. Et pourquoi pas Joseph Kabila? Bon, Joseph Kabila, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est Congolais? Il n'est pas Congolais. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur lui. Je ne veux pas entrer dans ça. Mais les Congolais dont nous sommes sûrs là, je crois qu'ils nous représentent valablement et je souhaiterais que ce pays soit dirigé toujours par l'un de nôtres. Après nous, il y aura nos enfants. Après nos enfants, nos petits-enfants. Mais à la fin de la journée, je veux que la RDC reste la propriété des Congolais. Très bien. Parlons de la catastrophe naturelle avant de parler du plan Maréchal. Parce que quand même, on doit vous connaître. Les gens parlent de Noël Tchani, peut-être Baïbaïbienté. Parce que c'est quelqu'un qui a proposé. Il est presque champion en proposition et de meilleures propositions. Dans le plan Maréchal, dans le pays, qui m'a besoin de gratuité enseignement a proposé qu'un plan Maréchal. Donc parfois, les gens ont proposé, donc c'est un cerveau. Moi je l'appelle cerveau d'État. Bon, merci beaucoup. Ce qui peut boy, vous avez Congolais, tous les Congolais. Bon, c'est tout à fait normal. Bon, président, catastrophe naturelle. Certains parlent de l'amateurisme à la tête du pays. Les autres disent que le service est bien géré. Comment trouver des solutions pour les victimes, bien sûr, de l'éruption volcanique à Goma? Je voudrais tout d'abord exprimer ma sympathie, mais surtout adresser mes condoléances aux familles des victimes à Goma. Et j'ai vu certaines des images et je n'ai pas pu dormir. Quand vous avez des laves qui vous tombent sur le corps, qui vous brûlent le corps, c'est juste inadmissible, quoi. Mais vous savez quoi, aucun individu donc n'a fait ça. Celui qui a fait ça, c'est le bon Dieu, qui nous a donné un grand pays, un beau pays, mais en même temps aussi nous a donné des laves et des volcans. C'est à nous de pouvoir savoir comment il faut utiliser donc cette diversité-là que Dieu a bien voulu donc nous donner. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter le volcan? On ne peut pas l'éviter, mais on peut prédire. Il y a des études scientifiques. Mais même des pays qui sont très avancés, comme les États-Unis d'Amérique, quand il y a des catastrophes naturelles qui arrivent, c'est comme, par exemple, aux États-Unis, il y a souvent des tremblements de terre. Ou bien des hurricanes. Hurricane, c'est quoi? L'ouragan? C'est l'ouragan? Quand il y a des pluies diluviennes là qui tombent de partout. Bon, quand il y a ces choses-là qui se présentent, la plupart du temps, on prédit. Les scientifiques, ils arrivent à faire des études, à dire, attention, il y a l'ouragan qui arrive, qui va arriver à Washington tel jour, à telle heure. Donc, videz la ville ou allez vous cacher, vous réfugier quelque part. Souvent, c'est prévisible comme ça. Et ça, ce sont des pays qui sont très avancés et qui ont investi suffisamment de moyens donc, dans ce secteur-là. En Californie, où il y a souvent des tremblements de terre, on vous dit parfois qu'il y a tremblement de terre tel jour à telle heure, mais parfois ça frappe sans que vous soyez donc avisé. Et les scientifiques trouvent toujours des explications donc là-dessus. En ce qui nous concerne ici, nous sommes quand même un État avec très peu de moyens.
j'aurais souhaité qu'on investisse beaucoup de moyens pour arriver à être en mesure de prédire quand ça doit arriver pour prévenir les gens pour qu'ils puissent vider la ville afin qu'ils ne soient pas donc victimes. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ce que moi je souhaiterais, c'est que notre gouvernement puisse regarder cette occurrence-là du volcan comme étant un acte qui s'est produit aujourd'hui, qui peut se reproduire. Pour éviter que les gens ne se retrouvent dans la même situation, qu'est-ce que nous devons faire? Investissons dans la recherche scientifique. Okay. Investissons dans l'éducation, investissons dans les laboratoires spécialisés qui peuvent étudier cela, non seulement au niveau local, au niveau sous-régional, parce que ça, quand ça se passe à Goma, ça touche le Rwanda, ça touche les autres pays. Donc, il y a lieu de pouvoir étudier cela comme étant un projet communautaire, régional, pour essayer de sécuriser donc, nos populations donc, de l'avenir. Maintenant, je crois que dans l'immédiat, il y a des populations qui sont affectées, qui ont besoin d'assistance. Oui. Je voudrais faire appel à la communauté nationale, mais aussi à la communauté internationale, pour que les individus, les Congolais, les entreprises, les privés, l'État, pour que chacun mette la main dans la poche, mette dans une caisse de solidarité pour venir en aide aux populations qui sont victimisées là-bas. Mais également la communauté internationale. C'est le moment de montrer qu'on est amis avec la République démocratique du Congo. Les bailleurs de fonds, bilatéraux, multilatéraux, des pays étrangers, des entreprises étrangères, tous ceux qui maintiennent des relations avec la RDC, c'est le moment d'intervenir pour nous aider. J'ai vu cela dans d'autres pays, lorsque un pays est victime, par exemple, des pluies diluviennes et consorts, on fait des cotisations sur le plan international, on mobilise des milliards pour venir en aide aux populations. Je voudrais que nous puissions faire la même chose et que la communauté internationale, mais également la communauté nationale intervienne pour aider donc nos populations. Mais Vital Kamerhe, depuis la prison, lui appelle à un dialogue autour de Félix Tshisekedi. Là, il fait allusion à Joseph Kabila, Martin Fayulu, Bemba Katumbi, pour qu'ils puissent se réunir autour de Félix afin de mettre en place des stratégies pour parvenir en aide à cette frange de la population congolaise. Et il voudrait aussi y participer par téléphone. Par téléphone. Le problème, c'est que Vital Kamerhe est en prison et quand on est en prison, on n'a pas droit au chapitre. Donc les propositions qu'il fait, il devrait les garder en prison. Vous savez, s'il n'avait pas détourné l'argent qu'on lui reproche là, cet argent pouvait être utilisé pour venir en aide à ces populations-là. Donc moi, je suis sans merci à l'égard des gens qui détournent les fonds publics. Vous détournez les fonds publics, on vous met au cachot, vous ne voulez pas rester au cachot, vous allez, on vous garde au centre Nganda et puis vous commencez à envoyer des messages en disant à ceux qui sont dehors ce qu'ils doivent faire. Moi, je pense qu'ils devraient se taire. Vital Kamerhe n'a pas à dire qu'il faut organiser des dialogues comme ça, il va sortir pour venir participer à ce dialogue. Nous n'avons pas besoin de ça. Non. Décrispation politique, pourquoi? Il n'est pas prisonnier politique? Bon. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Vital Kamerhe a été jugé, nous avons suivi le procès en direct. Ouais. Et il a été condamné pour des faits qui sont tout à fait compréhensibles. Donc, moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Et je souhaiterais d'ailleurs, je suis même surpris que la prison autorise que quelqu'un, donc, dans ces conditions-là, envoie des messages à l'extérieur. Et finalement, donc, à quoi ça sort? Pardon? Il semble qu'il est actif. Il nomme dans son parti, il propose des listes au gouvernement de Sama Lukonde. Je comprends rien. Bon, c'est la prison VIP, j'ai l'impression. Je comprends pourquoi maintenant il n'y a qu'un seul regroupement politique qui aurait pu apporter du changement véritable en RDC, qu'on appelle la force du changement. Si on avait été à la présidence de la République, on aurait restructuré ce pays donc différemment. Donc, si vous allez en prison, vous restez en prison. Vous êtes puni. Donc, jusqu'à ce que vous sortiez de là, vous n'avez rien à dire donc aux gens et vous devez vous taire. Avant de passer au plan Maréchal, vous ajoutez encore le président avait décrété l'état des sièges au Nord Kivu où il y a eu ces catastrophes naturelles. L'Observatoire dit n'a pas réussi des moyens comme il se doit. Donc, 7 mois qui n'a pas réussi des moyens et tout ça, ça a créé des difficultés, des problèmes. Ils ont un problème de connexion Internet. Et tout ça, et avec les gens, il y a des gens qui nous ont dit que pourquoi l'État congolais n'a pas mis de moyens pour permettre à ce que l'Observatoire fasse son travail, et également avec les problèmes de la connexion, cette connexion Internet, vous vous rappellerez avec RAM, dont les Congolais payent ces taxes, et on nous a promis qu'on mettrait ça dans plusieurs universités. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les moyens, ces petits moyens de RAM et tout ça, mettre ça pour l'Observatoire, et de telle sorte qu'ils aient
qu'ils aient la connexion Internet et pour qu'ils fassent. Surtout que les Congolais avaient déjà touché, avaient déjà payé. Vont déjà payer. On a coupé des unités comme pas possible. Qu'est-ce que vous pouvez dire par ça? Moi, je dirais qu'il y a un principe qu'on appelle, pour la gestion des ressources publiques, il y a un principe qu'on appelle de l'unicité du compte du Trésor. C'est-à-dire que tout l'argent qui revient à l'État, quelle que soit la source de provenance, entre dans le même compte. On mélange tout l'argent n'a plus de couleur, que c'est venu de RAM, c'est venu de ceci, de cela. Donc on a toutes les recettes publiques. Et ces recettes publiques-là totalisent combien? Un budget de 6,9 milliards de dollars. Quand vous regardez un budget de 6,9 milliards de dollars, c'est très insuffisant par rapport aux défis de développement auxquels nous sommes confrontés. Je peux comprendre la difficulté du Premier ministre Samuel Kondé de satisfaire à chaque demande. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de moyens. Vous vous rappelez que moi, j'ai fait un budget pour estimer que pour que ce pays puisse fonctionner, on a besoin d'un budget de 75 milliards de dollars par an. Donc, par rapport à 6,7 milliards de dollars, 7,9 milliards de dollars, c'est rien du tout. Donc, je peux comprendre si, aujourd'hui, malgré toutes les priorités que nous avons là, l'allocation, où est-ce qu'on met de l'argent? Est-ce que dans la gratuité de l'enseignement? Est-ce que dans le paiement des fonctionnaires? Est-ce que dans la réhabilitation de quelques infrastructures de base? Vous avez vu dans la ville de Kinshasa, partez simplement dans la rue là. Vous voyez, il n'y a aucune rue ici moderne. Toutes les rues, ils ont des trous partout, vous ne pouvez pas circuler. Moi, je me dis parfois, mais comment est-ce qu'on voit tout ça et on ne peut pas goudronner pour que la route soit navigable correctement? Mais dans toutes les provinces, c'est comme ça. Dans toutes les écoles, dans tous les hôpitaux, c'est comme ça. Donc, il y a tout plein de priorités, tout plein de défis de développement auxquels le gouvernement doit faire face avec très peu de moyens. Donc, je peux comprendre si on n'a pas pu allouer comme on souhaite là, mais j'aurais souhaité qu'on puisse mobiliser plus de ressources publiques, qu'on ait un grand budget et qu'on utilise ce budget maintenant pour faire face à tous ces défis de développement. Il inclut donc celui que vous venez donc de mentionner. Que pensez-vous de RAM, en fait? Bon. Votre aperçu, puisque encore une fois de plus, il y a des impôts que nous payons à chaque moment, GOPAS, RAM, etc. Mais... Encore une fois de plus, il faut bien étudier cette question-là. Pourquoi? Parce que le RAM, en réalité, c'est un impôt. C'est un impôt qu'on fait supporter aux utilisateurs donc, de téléphone. Est-ce que c'est le seul impôt que nous payons ou bien c'est un impôt qui est venu s'ajouter à d'autres que nous payons? Moi, je pense que le gouvernement devrait étudier cette question minutieusement pour qu'il n'y ait pas une cascade d'impôts qui pèsent sur les mêmes individus et qu'à la fin de la journée, ça devient tellement coûteux que ça devient dissuasif d'utiliser même les réseaux téléphoniques. Donc, je souhaiterais que le gouvernement fasse la due diligence en étudiant cette question, mais en rapport aussi avec les autres impôts qui sont imposés sur la population. Très bien. La dernière thématique, c'est lié bien sûr au plan Maréchal, sommet... Forum économique. Forum économique. France-Afrique. Très bien. France-Afrique et non France-RDC. Ça, tu n'as jamais entendu. France-Afrique. France-Afrique. Donc l'Afrique là, c'est le berceau, c'est l'assiette financière de la France, en quelque sorte. Comment on va congoler ça, moi? Voilà, France-Afrique, les ressources de notre pays. Est-ce que tu peux bénéficier d'Ayango? Et oui. Plan Maréchal, l'idée générale, c'est laquelle? Vous avez votre temps, vous parlez et on n'intervient même pas. Vous savez, quand j'ai lancé l'idée du plan Marshall, beaucoup de mes compatriotes me trouvaient fou. Ils disaient, mais comment est-ce que ce monsieur sort des gros chiffres comme ça et on n'a jamais entendu parler de cela? À titre de rappel, avant les élections de 2018, j'avais sorti le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC où je proposais qu'il fallait mobiliser 800 milliards de dollars sur 15 ans pour développer la RDC. Après la Covid-19, j'ai actualisé ce plan et je suis arrivé à déterminer que nous avons besoin de 1000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire passer la RDC du groupe des pays sous-développés au groupe des pays émergents, construire les infrastructures de base, relier toutes les provinces, moderniser les routes, moderniser les aéroports, moderniser les chemins de fer, mettre de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunications partout, moderniser les écoles, moderniser les hôpitaux et surtout diversifier l'économie nationale pour que nous commencions à produire tout plein de produits finaux dans notre pays au lieu d'exporter les matières premières à l'extérieur. Mais au-delà de cela aussi, pour que nous puissions mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche afin de produire localement tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Alors ça, c'est le plan Marshall d'une façon globale. Maintenant, quand j'ai avancé le chiffre donc, de 1000 milliards de dollars sur 15 ans, beaucoup de personnes disent, mais non, est-ce qu'on a besoin de ça? Mais notre budget donc est trop petit.
Et ma réponse est celle-ci. Tant que nous continuons à fonctionner avec ce petit budget, nous n'allons jamais sortir du sous-développement. Nous entretenons la pauvreté, le sous-développement et les problèmes que nous avons, nous n'allons jamais les régler. Si on veut les régler, il faut avoir plus de muscles, plus de moyens pour faire plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, le sommet France-Afrique à Paris. Ce sommet, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, qui a représenté non seulement la RDC, mais aussi le continent africain, a mis sur la table les besoins pour réhabiliter les économies africaines après la Covid-19. On a mobilisé 33 milliards de droits de tirage spéciaux. Disons, environ, c'est multiplié par 1,4, 33. Donc, c'est environ 45 milliards de dollars qu'on a mobilisés à Paris. Ces 45 milliards de dollars sont, à mon avis, très insuffisants pour développer toute l'Afrique. Je vais vous dire pourquoi ils sont insuffisants. Du temps que j'étais à la Banque mondiale, j'ai travaillé sur certains pays d'Europe de l'Est. Au moment de la crise financière, pour réhabiliter l'économie de Latvia. Latvia, c'est un pays avec 8 millions d'habitants. On avait donné à Latvia 8,5 milliards d'euros pour réhabiliter l'économie, la remettre donc sur la bonne voie. Quand vous prenez 8,5 divisé par 8 millions d'habitants, 8,5 milliards divisé par 8, vous trouvez à peu près par habitant, on avait donné 1 000 € par personne. On a fait le même exercice pour la Roumanie. La Roumanie a une population de 21 millions d'habitants. On leur avait donné 21 milliards d'euros. Quand vous faites encore 21 milliards d'euros divisé par 21 millions d'habitants, vous trouvez environ 1 000 € par personne. J'ai voulu appliquer la même formule-là aux pays africains et à la RDC. Si on veut relancer l'économie africaine, on a une population de combien au niveau continental? 1,4 milliard de personnes. Monsieur, dame, Tanguy Koki.